Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres de votre journal. Les stars du petit écran en principauté, le festival de télévision de Monte-Carlo vient tout juste de débuter. Le vice-président délégué de l'événement, Laurent Pion, sera avec nous dans quelques instants pour nous parler de la 61e édition. Nous prendrons ensuite de la hauteur en nous rendant au Centre national d'entraînement en altitude à Font-Romeu, dans les Pyrénées-Orientales, un lieu, vous le verrez, propice à la performance. Dans ce journal également, les résidents du Cap Fleuri découvrent leur nouveau cadre de vie. Et puis cuisiner durable, oui c'est possible, et c'est même la jeune génération qui vient de le démontrer. Les élèves de la Principauté ont proposé un menu en ce sens aujourd'hui. Nous y reviendrons à la fin de ce JT. Jour J pour le festival de télévision de Monte-Carlo. L'événement s'apprête à recevoir les plus grandes stars du petit écran au Grimaldi Forum, des vedettes françaises mais également internationales. Les 5 jours de festival seront ponctués par de nombreux temps forts. Bonsoir Laurent Pions. Bonsoir. Séance de dédicace, des rencontres avec des fans, des projections en avant-première. La programmation de cette 61e édition est plus que riche. Oui, en effet, on est vraiment très satisfait de cette programmation. C'est un retour à la normale pour nous, avec une grosse participation des studios américains et internationaux, avec une très belle ouverture, avec une avant-première mondiale Last Light, et également dans la compétition, plus de 3 programmes à l'avant-première mondiale, 3 programmes aussi out of competition à l'avant-première mondiale, avec The Network et David Hasselhoff, et également toutes ces choses que l'on ne s'est pas dites avec Jean Reno, et également donc un documentaire sur la préservation des océans. Des acteurs américains, des acteurs français au rendez-vous. Qu'est-ce qui fait le succès du festival de télévision de Monte-Carlo, Laurent ? Le succès du festival de télévision, il est très simple. La première, c'est que il se déroule en Principauté de Monaco, dans un pays indépendant, comme son festival. D'ailleurs, quand nous ne dépendons d'aucune chaîne de télévision, d'aucun studio, nous avons une totale indépendance. On a toujours été précurseurs, c'est-à-dire que nous avons été les premiers à ouvrir, notamment en 2018, avec un contenu émanant d'une plateforme digitale. On a accueilli les plus gros professionnels, Ted Turner, Jerry Bruckheimer, Dick Wolf et bien d'autres. Par le biais de la Nerve de Cristal, on a récompensé des acteurs et actrices internationaux tels que Michael Douglas, Hélène Mirren, Chicky Cario et bien d'autres. Et cette année, avec la création du prix du meilleur espoir, nous allons récompenser donc Théo Christine, qui est un jeune acteur très prometteur. Et puis les gens, une fois que tous nos invités, quand ils sont venus une fois en Principauté de Monaco, ils ont envie d'y revenir. Oui, la fidélité, c'est recevoir. Ça aussi qui fait le succès du festival. On voit Jason Priestley qui revient, Danny Glover, David Hasselhoff. Oui, alors ça, donc tous ces anciens présidents de jury, on les a invités pour célébrer un petit peu la décennie passée. On a souhaité inviter tous les présidents de jury des 10 dernières années. Ceux qui étaient disponibles ont bien entendu répondu très favorablement. Et les autres ont regretté de ne pas être disponibles pour pouvoir se rendre à nouveau parmi nous à la 61e édition du Festival de télévision de Monte-Carlo. La particularité du festival, c'est également cette proximité avec le public et les nombreux rendez-vous proposés pour que les fans soient au plus proche des acteurs du petit écran. Oui, c'est vraiment un plus que le Festival de télévision de Monte-Carlo apporte à tous ses fans. On arrive à mettre en place je crois que cette année, plus de 25 événements dédiés au public dans des conditions exceptionnelles. On arrive à faire cohabiter les stars et le public de façon unique en Principauté de Monte-Carlo. Et ça, c'est vraiment un point fort du festival avec sa compétition et, je le répète, et son cadre idyllique qui est la Principauté de Monaco. Et puis on a l'impression que la place de la télévision est devenue de plus en plus grande dans notre quotidien avec les nombreuses séries, puis les plateformes que nous proposent comme Netflix, comme Amazon Prime. On a l'impression vraiment que le petit écran fait partie de notre vie. Complètement. En plus, je ne pourrais pas dire l'avantage, mais pendant la crise du Covid, effectivement, le nombre de plateformes digitales s'est développé, le nombre d'abonnés à ces plateformes digitales s'est développé. On a consommé de plus en plus de contenu au travers de ces plateformes digitales, et je l'avais dit il y a plus de 5 ans, l'avenir, ce sont les plateformes digitales. Il est certain que les chaînes de télévision, donc les chaînes linéaires, ont encore un très bel avenir, mais il est vrai que les plateformes digitales ont de l'avance en termes de qualité, de quantité de programmation et de contenu. Et vous l'avez cité tout à l'heure, Laurent Pions, on n'oublie pas, le festival de télévision, c'est aussi une compétition avec la remise des nymphes d'or.
Complètement, oui, effectivement, la compétition est le cœur du festival. Cette année, nous aurons, je le répète, mais plus de 3 programmes en avant-première mondiale, 2 avant-premières internationales, une européenne, après une française. Et c'est vrai que cette compétition s'est développée au fil des années. Et ce qui est aujourd'hui le plus, c'est qu'on va pouvoir projeter pendant toute la durée de l'événement la sélection officielle. Donc le public, les journalistes, les professionnels vont pouvoir assister à cette projection en présence des castes. Donc pour vous montrer un petit peu l'importance qu'a pris cette compétition au fil des années, aujourd'hui les castes viennent pour représenter et défendre leur série au Festival de télévision de Monte-Carlo et ils seront présents lors de la remise des prix. Et Monaco Info sera également aussi présent pendant tout ce festival. Merci infiniment, Laurent Plonce, d'avoir été avec nous. Bon festival à toute votre équipe. Merci beaucoup, merci encore. Retour à présent sur cette fête catholique que nous avons célébrée hier, jeudi 16 juin. Il s'agit de la fête Dieu. Bonsoir Frédéric Elion, une fête que l'on appelle également fête du corps et du sang du Christ. Frédéric. Bonsoir Émilie, pour célébrer cette fête catholique instituée par le pape Urbain IV en 1264, une procession a eu lieu dans les rues de la Principauté hier soir. Un départ de la cathédrale après la messe pontificale, un passage au premier reposoir du palais princier, puis au second, place de la mairie. Le couple princier et la princesse Gabriella ont fait une apparition à la fenêtre du palais pour saluer les monégasques présents sur la place. Dans un tout autre domaine, cette annonce réalisée aujourd'hui qui entre dans le cadre du plan de relance économique en Principauté. Le gouvernement et la mairie ont décidé de renouveler la gratuité de l'occupation de la voie publique pour les terrasses des commerces et restaurants jusqu'au 30 septembre 2022. Objectif, continuer de soutenir les commerçants et les restaurateurs de la Principauté sur les prochains mois. Comme de janvier à mars 2022, la mairie accordera une remise de 50% sur l'OVP et l'État prendra en charge les 50% restants. Un mot également sur ce concert événement en Principauté la semaine prochaine. MC Solar sera sur la scène de la Salle des Princes au Grimaldi Forum vendredi 24 juin dès 20h30. Accompagné par le New Big Band Project, une formation jazz de cuivre et violon avec des choristes, l'artiste revisitera son répertoire et notamment les tubes de ses 3 premiers albums récemment réédités. Un spectacle original. Pour toute info ou réservation, un numéro, le 99 99 30 00. Le rendez-vous est pris. Prenons de la hauteur à présent et rendons-nous du côté des Pyrénées-Orientales. C'est à Font-Romeu, à quelques kilomètres de la frontière espagnole, que se trouve le Centre national d'entraînement en altitude. Un endroit que les sportifs de haut niveau connaissent bien pour s'y préparer aux grandes échéances sportives. Le Prince Albert II a découvert en milieu de semaine les installations. Le reportage de Vanessa Dessy et d'Alexandra Marangoni. Depuis plus de 50 ans, le Centre national d'entraînement en altitude a accueilli des athlètes issus de 35 pays couvrant une centaine de disciplines. 300 sportifs ont remporté une médaille olympique après leur séjour ici. Implanté à 1850 mètres d'altitude, au cœur du parc naturel régional des Pyrénées catalanes, il est une référence mondiale dans le domaine de l'entraînement en altitude, comme cette patinoire baptisée Philippe Candeloro. Ce centre offre des conditions optimales dans un environnement exceptionnel. Fort de sa grande expérience d'entraînement de haut niveau, les infrastructures sont les plus adaptées aux exigences des athlètes. Le CNOA a été construit ici en 68 pour les Jeux de Mexico. Il a été développé pour préparer les athlètes à l'altitude. Donc dans un premier temps, c'est un des premiers centres qui a été créé en altitude à cette époque. Après, le centre a maintenant vocation de préparer les athlètes de haut niveau sur des échéances et on utilise la combinaison des altitudes pour justement bonifier et entraîner les sportifs au mieux. Athlètes permanents et sportifs en stage de préparation y viennent pour élever leur niveau afin de bénéficier des effets positifs reconnus de l'altitude sur l'organisme et ainsi se préparer aux compétitions futures. Ici, on est dans une salle où on peut simuler de l'altitude. Par exemple, là, je vous parle actuellement, on est à 3000 mètres, tous ensemble dans la salle. Et donc, on utilise cette salle pour augmenter le stress sur les athlètes et augmenter leurs adaptations. Même si les athlètes ils viennent ici, ils dorment déjà à 1850 mètres, on a la possibilité de les faire dormir à 2300, 2500, 2700 mètres dans des chambres spécifiques dans lesquelles on règle l'altitude, on règle l'environnement. Et bien sûr, cette altitude, on la règle en fonction de la réponse physiologique de chacun pour faire en sorte que leur performance soit optimale
et essayer qu'ils ne se fatiguent pas trop lors du stage en altitude pour être performants quand ils vont redescendre au niveau de la mer. La construction d'un futur écrin de 9200 mètres carrés viendra donner une nouvelle ambition au site de Font-Romeu, en renforçant son positionnement pour qu'il soit le site phare de la haute performance sportive mondiale en Occitanie et prêt à accueillir les Jeux de 2024. Et du sport à l'art, il n'y a qu'un pas, car la piste d'athlétisme donne un accès direct sur un musée sans mur, un lieu propice à la rêverie installé à égale distance de Saint-Jacques-de-Compostelle et de Rome, au pied de l'Ermitage de Font-Romeu. Créé en 2008, le musée propose une réflexion au-delà de l'imagination en pleine nature. Les sportifs et les visiteurs peuvent y découvrir un sentier d'œuvres d'art monumentales et contemporaines. Comme son nom l'indique, c'est une galerie d'art en plein air. Voilà, c'est un sentier qui traverse la forêt de Font-Romeu et qui est jalonné d'œuvres d'art. Alors il a une quinzaine d'années maintenant et nous avons voulu justement jalonner ce sentier de sculptures dont vous rencontrerez en vous promenant tous les 25-30 mètres une œuvre d'art. Alors nous avions commencé évidemment avec 1, 2, 3 et aujourd'hui nous avons sur 3 km environ 40 œuvres d'art. Et pour clôturer ce déplacement dans les Pyrénées, le souverain a inauguré cette esplanade du nom du prince Albert Ier en l'honneur de sa venue ici au Grand Hôtel de Font-Romeu en 1920. Intéressons-nous à présent à l'Association monégasque des activités financières. Elle représente les établissements bancaires en principauté et dans le but de favoriser son développement, elle organise régulièrement des conférences. La dernière en date a eu lieu en début de semaine au Novotel. Plus de détails avec Julia Vial et Olivier Bonello. Des banques et des sociétés de gestion étaient présentes à cette conférence sur le thème des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Ces échanges ont permis d'aborder la professionnalisation permanente de la place financière monégasque. C'est aussi une opportunité pour nous de démontrer les compétences locales, c'est-à-dire chaque banque ici qui fait des démarches dans ce domaine-là, beaucoup sont dans des sujets divers, mais tous avec ce même objectif. Et donc on voulait premièrement leur exposer leurs activités et deuxièmement effectivement proposer à des banques, à des sociétés de gestion, des family office, etc. des investissements intéressants dans un domaine qu'on tient tous à cœur ici à Monaco. Les participants semblaient d'ailleurs particulièrement touchés par les critères environnementaux abordés. C'est notamment sur la notion de placement, quels sont les fonds qui vont être retenus ESG. Et puis après, je pense qu'on peut aller plus loin dans la démarche, notamment en termes de crédit, pour assurer le verdissement de l'économie également monégasque. La MAF est en permanence au cœur de l'action pour entreprendre les réformes nécessaires au développement de la place financière monégasque. Ces échanges et les propositions qui en découlent permettent la quête d'excellence du secteur bancaire de la principauté. L'heure était au grand déménagement pour les 71 résidents du Cap Fleury situé à Cap d'Aille. Après une longue période de travaux, le nouveau bâtiment est enfin prêt pour accueillir ses pensionnaires. Julia Vial et Thomas Deus sont allés découvrir le nouvel environnement de ces seniors. Et c'est parti, les résidents du Cap Fleury vont découvrir leur nouveau cadre de vie. Il aura fallu 3 jours entiers pour transférer tout ce monde. Un grand changement forcément pour ces personnes âgées. Il y a eu la mise en place d'une chambre témoin où en fait les équipes ont intégré des résidents pour le choix du matériel. Donc il y a eu une appropriation de cette chambre témoin. Ils ont été vraiment au cœur du choix également du matériel. Et puis il y a eu des entretiens individuels avec le médecin coordonnateur, avec la psychologue, avec les équipes. Et il y a eu vraiment un accompagnement très structuré qui évolue depuis de nombreux mois déjà. Tout a donc été pensé dans les moindres détails pour que les résidents se sentent bien. Une nouvelle boutique est même à leur disposition. Le but, effectivement, c'est que tous les objets qui vont être vendus seront au bénéfice de la Croix-Rouge monégasque. Ça va être un lieu convivial et une façon de faire aussi le lien intergénérationnel. Donc à la fois avec les résidents, il y a un lien de convivialité et c'est très important pour faire vivre cette résidence du Cap Fleury. Cette nouvelle résidence fait partie du projet gérontologique global de la Principauté, un projet ambitieux
qui fait face au défi du vieillissement de la population. Le Cap Fleuri souhaite ainsi accompagner au mieux les résidents dans leur perte d'autonomie et la prise en charge de leurs pathologies. On retrouve Frédéric Elion pour parler sport. C'est toujours un moment très attendu par les supporters. Le calendrier de Ligue 1 vient d'être dévoilé, Frédéric. Et Monaco débutera sa saison à l'extérieur par un déplacement sur la pelouse de Strasbourg le 7 août, avant d'enchaîner 2 matchs à domicile contre Rennes et Lens. Parmi les autres dates à retenir, les réceptions au stade Louis II de Lyon le 11 septembre, de Marseille le 13 novembre et du PSG le 12 février, sans oublier les 2 derbys contre Nice à l'extérieur le 4 septembre, puis à domicile le 26 février. Avec la Coupe du Monde au Qatar, le championnat sera interrompu du 13 novembre à fin décembre, avec un Boxing Day le 28 décembre pour reprendre, et une journée de Ligue 1 le 1er janvier. De quoi bien débuter l'année. Nous vous en avons déjà parlé sur Monaco Info. La traversée Monaco-Athènes en paddleboard touche bientôt à sa fin, Frédéric. Les 6 Waterwomen de Cap Optimist sont partis dimanche 5 juin du Yacht Club de Monaco pour une traversée de 2 semaines et près de 1800 km d'efforts direction le Pirée en Grèce. Les rameuses se relaient toutes les 4 heures, jour et nuit, et sont dans la dernière ligne droite. Dernier effort pour ces rameuses qui ont dû faire face à des conditions peu favorables, avec des vents de face, des houles de plus de 2 mètres. Dernier contretemps avec la fermeture du canal de Corinthe, qu'elles devront traverser en courant sur 7 km, avant d'embarquer sur un nouveau bateau pour effectuer les dernières heures de rame jusqu'au port du Pirée à Athènes. Arrivée prévue demain, samedi, à partir de midi, Émilie. Une bien belle aventure soutenue par la Fondation Princesse Charlène et dont les profits serviront à soutenir les enfants atteints du cancer. Déguster un menu durable, voilà ce qui a été proposé à des élèves de la Principauté ce vendredi à l'heure du déjeuner. Que se cache-t-il derrière ce terme? Quels étaient les plats à l'honneur à table? Sandrine Nègre et Lionel Bernardi se sont rendus à la cantine du lycée technique et hôtelier pour en savoir plus. Un invité de marque était aux côtés des élèves, le Prince Albert II, dans les allées de la cantine du lycée technique et hôtelier pour déguster ce déjeuner éco-responsable. Le chef d'État et ses scolaires ont pu savourer des produits locaux et de saison. Alors aujourd'hui, c'est un événement un peu particulier parce que c'est l'aboutissement du projet de la classe de 7e à l'école Fontvieille, puisqu'ils ont travaillé sur la consommation durable, ils ont proposé 2 menus durables qui vont être servis à toutes les cantines de la Principauté, un menu pour toutes les cantines et un spécifique ici au sein du lycée technique et hôtelier de Monaco. Et voici les plats en question: rillettes de dorade, tomates framboises, fricassées de poulet au jus de carotte ou encore cerises. Le travail qui a été effectué par les enfants, que l'on nourrit tous les jours, mais là en collaboration et en adéquation, j'ai envie de dire, avec le chef Ravin, qui véritablement a allié produits de qualité, produits de saison et diététique. Voilà ce que nous prenons toute l'année et que nous essayons toute l'année de leur proposer. Et ce déjeuner, fruit d'un travail avec le Monte Carlo Bay et Marcel Ravin, avait aussi pour objectif de donner une mission à ses élèves, celle de sensibiliser leur entourage, car si manger en respectant l'environnement est réalisable à la cantine, ça l'est aussi à domicile. Un coup d'œil à présent sur vos prévisions météo avant de refermer ce journal. Quelle est la tendance pour le début du week-end, Frédéric ? Une journée dans la lignée des précédentes, Émilie. Le soleil sera présent toute la journée dans le ciel. Il y aura un peu de vent avec des rafales soufflant à 30 km/h. Côté température, toujours cette chaleur avec des températures comprises entre 23 et 32 degrés. L'eau sera à 25. Samedi 18 juin, nous fêterons les Léonces. Des températures toujours aussi élevées. N'oubliez pas d'ailleurs de vous hydrater. Nous reviendrons demain sur tous les gestes à adopter en cas de forte chaleur. En attendant, illustration de la canicule en Principauté avec les photographes de la direction de la communication. Excellente soirée à tous et à demain, samedi, pour une nouvelle édition sur Monaco Info.